ce monde est magnifique. Il y a tellement de choses à voir, à vivre. Bienvenue dans Slow. Nous avons quitté Ho Chi Minh Ville pour celle qui est surnommée la Petite Paris. Les blogs de voyageurs et les guides du routard nous ont convaincus. On a envie de calme, de lac et de verdure. Alors on part, direction une cabane vue sur lac, au milieu des sapins et des montagnes. Et vous allez voir, ça a été l'un de mes grands coups de cœur, ce lieu. J'ai enregistré beaucoup d'audio sur place, donc dans cet épisode, vous aurez plus de live que d'habitude, parce que vraiment, j'étais in love. Youhou! En avant! Je vais faire tout seul. Ah d'accord. Alors le contexte dans lequel je m'enregistrais est assez cocasse. En fait, actuellement, il est 13h50 et je suis dans un bus. Je me suis enfermée dans ma petite bulle entre deux rideaux. La ville de Dalat, c'est une ville assez considérée comme une ville romantique. Et donc on avait vraiment envie d'aller voir ce que ça donnait. Et en effet, c'était très mignon. On a passé du coup, là on vient de passer 3-4 jours là-bas. Et on logeait dans une petite maison. Enfin, on logeait dans une petite cabane vue sur un lac. C'était vraiment absolument magnifique. Je pense que c'était l'un des paysages que j'ai le plus aimé depuis qu'on est arrivé au Vietnam. Là, c'est le petit salon avec une vue panoramique sur un lac. Ça s'appelle The Home Lake. Ça s'appelle pas du tout comme ça, si? The House Lake. The House Lake, voilà. Et du coup, notre chambre, c'est celle qui a une vue sur le lac. Je rêve, j'adore, je suis trop heureuse. On passe un bon moment à Dalat et très vite, on part dans les alentours de Dalat, justement pour aller sur la Lake House, cette fameuse cabane de pêcheurs qui a été réhabilitée en guest house. On est trop bien accueillis, on mange très bien et on dort avec vue sur lac. Là-bas, il y a plusieurs personnes qui sont là en vacances ou en volontariat ou juste de passage. Les gens sont tranquilles, tout le monde discute, il y a des personnes qui sont sur la terrasse à faire de l'aquarelle une grosse partie de la journée, à lire, à faire du yoga. On dirait presque une retraite spirituelle. Moi, ça me parle grave. Entre aquarelle, loisirs créatifs, vue sur lac, coucher de soleil, il y a même des petits chats qui se baladent. Mais c'est bon, enfin moi je veux rester là pour toujours en fait. C'est trop chouette. On rencontre une Vietnamienne de notre âge qui est justement là en volontariat et je vais vous laisser avec le retour à chaud que je vous avais enregistré dans le bus parce que cette rencontre avec cette jeune fille m'a pas mal marqué. C'était intéressant de discuter avec quelqu'un de notre âge qui nous parlait de son retour d'expérience de vie en tant que Vietnamienne de 25 ans quoi. Cette jeune fille de 25 ans, elle nous a expliqué que là, elle était en volontariat pendant une semaine, nourrie et logée. Et en échange, elle devait se lever à 7h pour faire les check-out des chambres, donc nettoyer, changer les draps. Et qu'à partir de 12h-13h, elle avait tout son après-midi pour elle et sa soirée. Donc super. Et je lui dis, mais alors, qu'est-ce que tu fais du coup de tes journées? Est-ce que tu as visité les alentours? Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Et là, elle nous dit, en fait, moi, je suis surtout là pour méditer, prendre du temps pour moi, écrire dans un journal ce que je ressens, comment je me sens, qu'est-ce que je pense à l'instant T, et faire des balades, observer le lever du soleil, le coucher du soleil, et beaucoup lire. Et j'étais là, ok, trop intéressant, qu'est-ce que tu fais dans la vie sinon? En dehors de ça, qu'est-ce que tu vas faire après? Elle me dit alors, après cette semaine, j'en ai aucune idée. Elle venait de Ho Chi Minh Ville, qui est la grande ville aux alentours. Ça fait 8 mois que je suis un peu comme une année sabbatique, que je fais beaucoup de volontariat, que j'ai démissionné de mon travail. Et en fait, elle nous explique que c'était pas évident du tout. Après, ça peut être évident pour personne ou ça peut l'être pour d'autres personnes. Mais elle nous a dit, en tant que jeune vietnamienne, c'est pas évident de quitter le parcours de l'université, d'arrêter son travail. Parce qu'en fait, les Vietnamiens, ils sont considérés comme... Ils sont connus pour être des gens très travailleurs. Et elle me dit... C'était pas facile de dire à mes parents, voilà, j'arrête l'université, j'arrête le cursus de l'école, j'arrête un travail qui est payé pour essayer de comprendre qui je suis, me ressourcer et surtout savoir ce que j'aime. Et c'est vraiment là-dessus qu'elle s'est livrée à nous très facilement. C'était étonnant, mais c'était trop bien. Elle prenait ce temps pour elle, pour essayer de comprendre qui elle était et ça lui a permis aussi de donc se mettre à la méditation, apaiser un peu toutes les pensées qu'elle avait dans sa tête qui se mélangeaient un peu tout le temps et qui la faisaient beaucoup stresser. Et
et aussi découvrir que finalement elle aime beaucoup échanger avec les gens, se rendre compte aussi qu'elle aime, à travers des volontariats qu'elle a fait, être un peu dans le RH, conseil, coach un peu de vie et tout. Je trouve ça trop intéressant de voir des gens qui prennent le temps sur quelques mois, quelques semaines, après c'est un luxe, pour se le permettre. Mais elle, financièrement par exemple, elle fait des volontariats et c'est comme ça qu'elle arrive à tenir en fait. Ici, les nuits sont plus fraîches, on passe nos journées à sillonner les routes de montagne au milieu des forêts vertigineuses. On découvre une cascade absolument immense et on goûte beaucoup de spécialités. En fait, on prend le temps de faire chaque action. Le petit déjeuner, se préparer, prendre le scoot. Et après, même si les destinations sont un peu longues à atteindre, en fait, on adore. On profite des temps en scooter sur les routes sinueuses. On s'arrête, on fait plein de photos. Il y a beaucoup d'agriculture. On se fait doubler. Ouais. On s'immerge en fait des lieux et on parle avec les gens dès qu'on fait une rencontre. C'est pas genre oui ok on n'a pas trop le temps de parler. Non, c'est vraiment l'inverse. C'est si on peut être au contact des gens et discuter, ça fait entièrement partie de notre visite en fait. Et c'est ça qui est trop chouette. Ça vit la belle vie. Ça mange des croissants au Vietnam. Très bon. Progressivement, le côté slow est en train de s'emparer de nos personnalités et de notre vibe, et je commence à le ressentir au fur et à mesure des jours et du voyage. C'est-à-dire que je suis partie et on est parti dans l'optique, ok on fait un slow travel. Tu te dis ça au départ, tu pars de Paris-Charles de Gaulle, c'est facile à dire mais c'est pas encore trop dans ton ADN. Et jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, et là on est au 40e jour de voyage, ça commence vraiment à prendre forme. Dans cette maison sur le lac, on a aussi fait la rencontre un soir, une fille qui avait à peu près dans nos âges, une japonaise. Et en discutant avec elle, nous on lui disait « Ah mais c'est trop stylé, tu viens du Japon. Le Japon c'est une destination qui nous attire. Vous avez une culture tellement à vous et qui ont une portée internationale. C'est trop... Enfin c'est chouette quoi, tu vis dans un beau pays, culturellement parlant en tout cas. Est-ce que tu peux nous en parler ?» Et donc on l'a laissé parler et elle nous a dit « Vous savez, c'est marrant que vous disiez ça parce que vous voyez, moi là je parle anglais, mais la plupart de mes amis ne parlent pas anglais. » Et elle nous faisait son retour sur elle, sa vie de japonaise, et il était hyper négatif. Mais en fait, son retour, c'était de dire, voilà, au Japon, comme c'est un petit pays, déjà, il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Elle nous disait que dans sa famille, c'était assez strict et sévère, il fallait pas trop faire de vagues, il fallait suivre un code vestimentaire assez similaire à tout le monde, qu'elle, elle avait une envie toujours de voyage, d'apprendre l'anglais, de s'ouvrir au monde, et aussi de s'exprimer à travers la mode, et que chez ses parents, du côté de sa mère, qui était très traditionnel, ça passait pas. Voilà, fallait respecter les traditions, et si tu sortais de ce chemin-là, t'étais un peu mal vu, que même dans ses amis, c'était pas très bien vu. Ce pas de côté, partir en voyage, rien que partir au Vietnam ou dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, elle était vue comme la fille un peu différente, limite un peu bizarre. Aussi que dans sa famille ça avait été très mal pris qu'elle apprenne l'anglais parce que ça voulait un peu dire en fait tu veux, enfin ça t'intéresse pas, notre culture ne t'intéresse pas, et alors qu'elle disait bah non je suis juste ouverte au monde et j'ai envie de voir plein de choses et l'Europe m'attire, l'Asie dans son ensemble, et j'ai envie de tout voir, j'ai envie d'aller à Paris. Et quand on lui a dit qu'on était français, elle était en mode oh mais quoi, mais donc vous connaissez Paris? Juste c'était une jeune de 25 ans quoi qui avait envie de vivre des aventures, mais tu sentais qu'elle avait été restreinte dans sa vie et on sentait qu'il y avait une souffrance derrière. Un truc qui a participé au fait que j'aimais trop cette maison sur le lac, c'était vraiment du coup le côté très doux, très lent, très slow life en vrai. Mais c'est aussi que quand tu descendais de ta chambre, il y avait la musique des studios Ghibli de Hayao Miyazaki. Et ça, mais en fait, ça transporte. Je sais pas si vous avez la ref, mais moi, c'est vraiment une grosse partie de mon enfance. Quand on est dans un voyage comme ça, où on décide d'avancer jour après jour, d'ouvrir ses sens, on va dire, à tout ce qui s'offre à nous, rien qu'une musique, mais ça fait toute l'ambiance d'un lieu. Et moi, là, on est 1 an après, j'en ai encore un souvenir très très précis. Ça me donne le sourire, en fait. C'était vraiment un beau moment dans lequel j'aimerais me replonger des fois. Vous savez, quand la vie va à 100 à l'heure, qu'on a l'impression d'être un peu submergé par tout, qu'il y a beaucoup trop d'informations, trop de gens, trop de tout,
mais juste avoir vécu ce moment et de savoir juste que ce lieu existe et qu'il y a toujours les propriétaires des lieux qui sont en train de vivre leur vie là-bas tranquillement, mais ça fait du bien en fait. C'est ce que j'en retiens aussi de ce genre d'expérience, c'est que c'est bien dans notre vie si on en a l'occasion et si on le peut, si on a la chance et le luxe de pouvoir se le permettre, bien sûr. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais s'accorder des temps dans nos vies lents, slow, c'est pas temporaire, c'est-à-dire que même si le moment dure une journée, une heure, quelques minutes, après notre cerveau il stocke en fait et on peut toujours s'en resservir pour des moments où la vie est trop. Et ça je trouve que c'est une richesse qu'on peut développer nous-mêmes avec notre cerveau et notre mindset et se replonger dedans dans des états un petit peu méditatifs en vrai quand on le souhaite. Et ça je trouve ça trop bien. Et d'ailleurs j'en ai pas encore parlé mais c'est aussi ce que je trouve peut apporter le yoga et la méditation, etc. Là je vais peut-être en perdre certains ou certaines. Quand je vous parle un petit peu de l'expérience de la jeune vietnamienne qu'on avait rencontrée, mais elle, c'était ça aussi, elle était dans une période de vie où elle était perdue, et pour se recentrer, elle est partie un peu loin. En vrai, c'est un peu le cliché, limite le cliché de l'auteur ou de l'autrice qui part loin dans une cabane face à la mer et qui fait la méditation et qui se retrouve tout seul avec son cerveau. Mais c'est pas anodin, ce cliché est basé sur des choses réelles, c'est que parfois il faut prendre le temps, je me répète, mais en même temps c'est tout le concept de mon podcast, prendre le temps de vivre les choses, prendre le temps de se poser avec son cerveau, et parfois ça passe aussi par juste se mettre littéralement dans un endroit un petit peu reclus qui offre une grandeur de paysage et des couleurs, des sons, des odeurs, du goût, des lumières qui sont apaisantes. Et c'est ce qu'on a trouvé là-bas dans la cabane sur le lac. Et l'air de rien, quand ça fait 40 jours que tu voyages, que tu passes des frontières terrestres, que t'as des coups de stress réguliers parce que tu contrôles pas tout, tu contrôles même pas grand-chose, ça fait du bien d'avoir des temps comme ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à me replonger dans cette période du voyage. Je vous mettrai dans la description du podcast un peu plus d'informations sur cette fameuse maison sur le lac. Dans le prochain épisode, je vais vous emmener dans une destination mais totalement opposée à ça. La prochaine destination s'appelle Nha Trang. Elle crée vraiment des avis très tranchés. Soit on adore, soit on déteste. Très bétonnée, qui en 20 ans est passée d'une ville de pêcheurs à une ville de building. Cap sur Nha Trang. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si cet épisode t'a touché, fais-le voyager à ton tour.